Il y a des secteurs interdits, ce secteur est interdit à la manifestation, d'autres secteurs sont autorisés aux manifestations et nous accompagnerons les manifestants et je les encourage à s'intégrer dans les manifestations déclarées. Ceux qui voudraient persister à venir dans des lieux interdits ou à manifester sans déclaration seront bien évidemment dispersés et empêchés de se livrer à des déprédations. Ne pas subir, ne pas laisser faire des destructions, intervenir immédiatement, être très réactif. Pourquoi les humains sont-ils tous aussi méchants ? Thomas Hobbes a grandi en Angleterre à une époque de très violente guerre civile. Il dira par la suite que la seule passion de sa vie a été la peur. Il en tire la conclusion suivante. La nature humaine est fondamentalement égoïste et tout individu pense à sa propre survie avant celle des autres. Il n'hésitera pas à tuer son semblable si ça lui permet de survivre. Un postulat plutôt pessimiste, mais qui va lui permettre de penser la société. Comme l'être humain est fondamentalement égoïste, il sait que ses congénères n'hésiteront pas à le tuer. Cependant, il en va de même pour tout le monde. Quand nous parlions dans l'épisode précédent de la guerre, nous disions qu'elle était nécessaire pour maintenir un État fort. Ici, Hobbes va encore plus loin. C'est la guerre de tous contre tous. Dans ce contexte où la sécurité de chacun est menacée à n'importe quel moment par tout le monde, il faut donc trouver une solution pour assurer la survie de l'espèce. En fait, Hobbes pense même que si nous nous construisons autour de sociétés, c'est précisément à cause de notre nature égoïste. Notre seul moyen de pallier à cette violence, c'est de nous organiser en société. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est quel est le meilleur régime possible pour un être humain naturellement égoïste. La formule célèbre de Hobbes est la suivante. L'homme est un loup pour l'homme, mais même le loup n'est pas un loup pour l'homme. Même le plus grand prédateur au sommet de la chaîne alimentaire n'est pas un prédateur pour l'humain, qui est lui-même son propre prédateur. Alors, pour construire une société de prédation mesurée, Hobbes s'imagine ceci. Nous concluons un accord tacite, un pacte de non-agression. Je promets de ne pas t'agresser si tu promets de ne pas m'agresser. Et c'est à partir de ce pacte de non-agression que nous fondons la société civile. Monsieur Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, vient à Paris pour signer une déclaration officielle dans laquelle l'Allemagne et la France, représentées par monsieur Georges Bonnet, expriment leur volonté de collaboration pacifique. Le problème, c'est que malgré ce pacte, nous restons fondamentalement égoïstes. C'est notre état de nature, état avec un petit E. Chasser le naturel, il revient au galop. À tout moment, nous pouvons basculer dans la violence. La grande inquiétude de Hobbes, vous l'avez compris, c'est de tout faire pour ne pas retomber dans la guerre civile. Pour ça, il écrit un bouquin qui fera date dans notre histoire de la philosophie politique, le Léviathan. Le Léviathan, littéralement, c'est une créature biblique, un gigantesque monstre marin pouvant être décrit comme un serpent de mer, un énorme poisson, un genre de kraken. Une représentation plus intéressante, c'est celle d'un énorme monstre composé d'une multitude de petites bêtes. Le Léviathan est une allégorie de l'État, avec un grand E, l'État producteur de lois. L'État est un monstre tentaculaire qui se déploie dans l'action de centaines de milliers de fonctionnaires, dont le rôle est de contrôler, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune agitation sur la place publique, que les règles soient respectées. Pour ça, l'État a le droit de vie et de mort sur les individus. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. Je précise par la même occasion que Hobbes est indifférent à qui se trouve à la tête de l'État, que ce soit la reine, le président de la République ou le guide suprême de la Révolution. On peut très bien imaginer un État despotique à la Hobbes dans un régime démocratique. Ce qui compte, c'est de distinguer la personne privée et la personne publique. Hobbes soutient qu'il faut préserver les libertés fondamentales des individus dans leur chez-soi, afin qu'il n'y ait aucun mécontentement dans la sphère publique. Vous avez le droit de penser ou de dire du mal de l'État quand vous êtes chez vous, mais si vous le dites dans la rue, on vous coupe la tête. Hobbes va avoir énormément d'influence partout en Europe de son vivant. Un certain Jean-Jacques Rousseau, philosophe suisse affilié aux Lumières, va lire de très près Hobbes, afin de mieux le critiquer.
C'est le postulat de base qui va être remis en question, selon lequel nous serions naturellement égoïstes. Rousseau se demande comment Hobbes peut en être aussi certain, sachant que si nous avions un soi-disant état de nature, il serait très difficile de le connaître, pour une raison bien simple. Dès notre naissance, nous ne vivons pas dans la nature, mais dans la culture. La culture, justement, c'est la société, c'est l'éducation. Hobbes nous dit qu'on doit combattre notre état de nature égoïste grâce à la culture, mais Rousseau lui répond « on n'a connu que la culture, on n'a pas d'état de nature ». D'ailleurs, si on en avait un, Rousseau part plutôt du principe qu'on ne serait pas égoïste, mais ingénu, naïf, et on sort de cette naïveté à cause de la culture, ou plus précisément, l'humain devient égoïste à cause du sentiment de propriété. Et la propriété, ce n'est pas une invention d'homme des cavernes, ce n'est pas une règle qui aurait de tout temps dominé notre conduite en tant qu'espèce. L'instinct de propriété apparaît à partir du moment où on pose des barrières, on cloisonne, on délimite, à partir du moment où on commence à faire société, à faire l'état civil. Alors justement, comment fait-on pour s'en sortir, si ce n'est pas la nature qui est à craindre mais la culture ? Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le seul moyen de réguler cet instinct de propriété hérité de la culture, c'est la culture elle-même. Rousseau ne parle pas de pacte, mais il écrit carrément le contrat social, un autre grand héritage de notre tradition de philosophie politique. Dans cet ouvrage titanesque, il met en avant notamment le fait que c'est par l'éducation et la culture que nous pouvons sortir de nos sentiments les plus noirs créés par la propriété. Nous ne devons pas abolir la propriété, mais nous devons nous connecter à un ensemble plus grand, le corps social. En prenant conscience de l'importance de la cohérence de la société, à grands coups de religion d'État et de régime parlementaire, nous pouvons tous, à notre échelle individuelle, nous hisser au rang de citoyens éclairés, participant activement à la vie publique, sans pour autant produire par nous-mêmes des lois, contribuant à améliorer l'ensemble de la société en participant à l'action commune, la sphère publique. L'opposition entre Hobbes et Rousseau est si célèbre qu'aujourd'hui encore, on s'en sert pour faire des comparaisons parfois un peu douteuses. Ce qui est certain, c'est qu'en ce XVIIIe siècle, les esprits commencent à beaucoup penser politique, ce qui va préparer le terrain pour de multiples révolutions à venir, mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave.